Le 16 février 1899, au cœur de l'Élysée, les cris déchirent le silence feutré des appartements présidentiels. Félix Faure, président de la République française, s'effondre dans les bras d'une femme aux cheveux d'or, ses derniers souffles mêlés au parfum capiteux qui imprègne la pièce. Cette femme, c'est Marguerite Steinheil, et ce moment d'extase devient son arrêt de mort sociale. Mais l'histoire de Marguerite ne fait que commencer à s'écrire dans le sang et l'opprobre, car derrière cette façade de courtisane parisienne se cache une créature bien plus sombre, forgée par des années de souffrance silencieuse et de rage contenue. Les salons bourgeois murmurent déjà son nom, avec un mélange de fascination et d'horreur. 9 ans plus tard, dans la nuit du 30 mai 1908, la villa de l'Impasse Ronsin résonne de hurlements atroces. Marguerite prétend avoir été réveillée par des intrus masqués, ligotée, bâillonnée, contrainte d'assister au massacre de sa propre famille. Son mari Adolphe gît dans son sang, le crâne fracassé. Sa mère respire encore, mais le poison court déjà dans ses veines. Les gendarmes qui arrivent sur les lieux découvrent une scène digne des plus noirs cauchemars. Marguerite, miraculeusement épargnée par ces mystérieux assassins, sanglote contre les cordes qui l'entravaient. Mais quelque chose cloche dans ce tableau macabre. Ces liens semblent avoir été noués par des mains expertes, les siennes peut-être. L'enquête révèle alors les secrets putrides de cette famille bourgeoise. Adolphe Steinheil, peintre respecté en surface, cache derrière ses toiles des perversions innommables. Sa femme porte les stigmates invisibles d'années d'humiliation et de violence conjugale. La mère, complice silencieuse, a fermé les yeux sur l'innommable. Paris découvre avec délectation les dessous sordides de cette tragédie. Les journaux s'emparent de l'affaire comme des vautours sur une charogne. Marguerite devient l'incarnation de tous les fantasmes et de toutes les peurs de l'époque. La femme fatale qui séduit les puissants, la veuve noire qui empoisonne sa famille, la victime brisée qui reprend le pouvoir par le meurtre. Mais qui est vraiment Marguerite Steinheil? Une manipulatrice de génie qui a orchestré le crime parfait. Une femme acculée qui a choisi la violence comme ultime échappatoire, ou simplement le bouc émissaire d'une société qui refuse d'admettre ses propres turpitudes. Plongeons ensemble dans les méandres tortueux de cette affaire qui divisa la France et révéla les abîmes de l'âme humaine. Car l'histoire de Marguerite Steinheil n'est pas seulement celle d'un crime, c'est le miroir déformant d'une époque où les apparences masquaient les plus noires réalités. Mes chers spectateurs des ombres, bienvenue dans un nouveau chapitre de nos chroniques criminelles. Aujourd'hui, nous pénétrons dans les arcanes d'une affaire qui fit trembler la République française sur ses fondements. L'histoire de Marguerite Steinheil nous transporte dans le Paris de la Belle Époque, où sous les dorures et les fastes se cachaient des secrets capables de détruire les plus hautes figures de l'État. Cette femme extraordinaire incarna tous les paradoxes de son temps. Tour à tour adulée et maudite, désirée et abhorrée, elle traversa les salons parisiens comme une comète destructrice, laissant derrière elle un sillage de scandales et de morts suspectes. Son destin croise celui des plus puissants de l'époque, du président Félix Faure au magistrat de la cour d'assises, dans une danse macabre où se mêlent passion, vengeance et justice. L'affaire Steinheil nous interroge sur la nature même du mal. Était-elle cette créature maléfique que dépeignaient les journaux de l'époque, capable de tuer de sang-froid pour préserver ses secrets? Ou fut-elle la victime d'un système qui broyait les femmes rebelles, contraintes de se défendre par les armes les plus terribles? À travers 5 chapitres glaçants, nous découvrirons les zones d'ombre de cette existence hors du commun. Nous explorerons les coulisses du pouvoir, les alcôves interdites, les vengeances silencieuses qui se tramaient dans l'ombre de la respectabilité bourgeoise. Avant de plonger dans cet abîme, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne des mystères criminels. Un like si cette introduction vous a donné des frissons, et surtout, dites-moi de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Vos témoignages du monde entier nourrissent notre communauté de passionnés du crime. Maintenant, éteignez les lumières et laissez-vous entraîner dans les ténèbres de l'âme de Marguerite Steinheil.
Marguerite Japy naît le 16 avril 1869 dans les brumes industrielles de Beaucourt, fille d'une dynastie d'horlogers dont les mécanismes de précision cachent mal les rouages familiaux grippés. Dès ses premiers pas, l'enfant aux boucles dorées découvre que l'opulence peut dissimuler les pires geôles. La famille Japy règne sur un empire d'acier et de cuivre, mais leur cœur semble forgé du même métal froid que leur machine. Le père, Jules Japy, incarne cette bourgeoisie industrielle qui édifie sa fortune sur l'exploitation sans merci. Ses mains, tachées de l'huile des engrenages, portent aussi les traces de violence domestique que les conventions de l'époque transforment en correction paternelle. Marguerite apprend très tôt que le pouvoir s'exerce par la contrainte et que la soumission n'est qu'une stratégie de survie provisoire. Sa mère, Virginie, n'est qu'une ombre silencieuse dans cette demeure aux allures de forteresse. Elle glisse entre les meubles laqués comme un fantôme en sursis, les yeux toujours baissés, la parole mesurée. Marguerite observe cette femme brisée et jure secrètement qu'elle ne connaîtra jamais pareil asservissement. Cette promesse d'enfant deviendra le poison qui coulera dans ses veines jusqu'à sa mort. L'adolescence de Marguerite se déroule dans les pensionnats huppés de Paris, loin des fumées de Beaucourt, mais prisonnière d'autres carcans. Les religieuses qui l'éduquent tentent de briser cet esprit rebelle à coups de pénitence et de mortification. Mais chaque humiliation ne fait qu'attiser la flamme de révolte qui couve en elle. Elle apprend à dissimuler, à manipuler, à séduire pour obtenir ce qu'elle désire. À 16 ans, Marguerite découvre le pouvoir de sa beauté comme d'autres découvrent une arme fatale. Son reflet dans les miroirs du couvent lui révèle une créature d'une sensualité troublante, aux yeux verts capables de consumer les âmes les plus vertueuses. Elle comprend instinctivement que cette beauté sera son passeport vers la liberté, mais aussi peut-être son arrêt de mort. Les premières conquêtes amoureuses de la jeune fille ressemblent à des manœuvres militaires. Elle choisit ses proies avec un instinct de prédateur. Des hommes mûrs, influents, mariés de préférence. Chaque liaison lui enseigne les ressorts cachés du désir masculin, ses failles béantes dans lesquelles elle peut glisser ses griffes avec une précision chirurgicale. Le mariage avec Adolphe Steinheil en 1890 semble couronner cette stratégie de conquête sociale. Ce peintre de renom, protégé de personnalités influentes, offre à Marguerite l'entrée dans les cercles artistiques parisiens. Mais derrière la façade respectable du couple bourgeois se cachent déjà les germes de la tragédie future. Adolphe dissimule sous ses manières raffinées des perversions qui rappellent cruellement à Marguerite les violences paternelles. La lune de miel tourne rapidement au cauchemar conjugal. Adolphe révèle sa vraie nature, un homme faible et vicieux qui considère sa femme comme sa propriété absolue. Les coups succèdent aux humiliations, les menaces au chantage. Marguerite découvre avec horreur qu'elle a simplement changé de geôlier, troquant les chaînes paternelles contre les liens du mariage. Mais cette fois, Marguerite n'est plus l'enfant terrorisé de Beaucourt. Elle a appris à naviguer dans les eaux troubles de la société parisienne, à tisser des alliances, à collectionner les secrets compromettants. Chaque humiliation subie renforce sa détermination vengeresse. Elle commence à élaborer des plans d'évasion qui impliquent bien davantage qu'une simple séparation. La naissance de sa fille, Lie, en 1891, marque un tournant décisif dans l'existence de Marguerite. Tenir cet enfant innocent dans ses bras lui révèle l'étendue de sa propre corruption, mais aussi l'urgence de briser le cycle maudit qui empoisonne sa lignée. Désormais, chacun de ses actes sera guidé par une obsession. Offrir à sa fille un avenir débarrassé des miasmes familiaux, quitte à devoir éliminer tous ceux qui se dresseront sur sa route. Paris, 1895. Marguerite Steinheil, désormais mère de famille établie, déploie ses charmes dans les salons de la capitale comme une araignée tisse sa toile. Chaque réception devient un terrain de chasse où elle repère ses futures proies avec la patience d'un prédateur expérimenté. Sa beauté, sublimée par la maturité, attire les regards comme la flamme attire les papillons de nuit. Mais derrière ces sourires enjôleurs couve une ambition dévorante.
L'atelier de son mari, boulevard de Courcelles, devient le théâtre de ses premières manœuvres de séduction politique. Adolphe, inconscient du danger, invite régulièrement des personnalités influentes à poser pour ses portraits. Marguerite profite de ces séances pour distiller son poison avec une subtilité redoutable, multipliant les apartes complices, les frôlements calculés, les regards chargés de promesses inavouables. Sa première conquête de taille se nomme Gabriel Siveton, député nationaliste aux appétits charnels démesurés. Cet homme marié, père de famille respecté en public, révèle en privé des penchants qui feraient rougir les prostituées des bas-fonds parisiens. Marguerite accepte de satisfaire ses fantasmes les plus sordides, non par plaisir, mais pour s'assurer de sa soumission absolue. Chaque perversion partagée devient une arme dans son arsenal de chantage. Mais Siveton n'est qu'un échelon vers des sommets plus vertigineux. Marguerite a identifié sa cible ultime, Félix Faure, président de la République française depuis 1895. Cet homme au tempérament fougueux et aux mœurs dissolues représente l'apogée du pouvoir politique. Le séduire équivaudrait à tenir la France entière sous sa coupe, à transformer l'Élysée en annexe de son boudoir. L'approche de Faure nécessite une stratégie plus raffinée que ses précédentes conquêtes. Marguerite cultive d'abord les relations avec l'entourage présidentiel, se glissant dans les réceptions officielles comme une couleuvre dans un jardin d'Éden. Elle étudie les habitudes du président, ses faiblesses, ses désirs refoulés, avec la méticulosité d'un entomologiste disséquant ses spécimens. La première rencontre avec Félix Faure a lieu lors d'un vernissage, où Adolphe expose ses dernières œuvres. Marguerite a préparé cette soirée comme un général prépare une bataille décisive. Sa toilette, ses bijoux, son parfum, tout est calculé pour troubler l'essence présidentielle. Quand Faure pose ses yeux sur elle, elle lit immédiatement dans son regard la confirmation de sa victoire future. Les semaines qui suivent voient naître une liaison clandestine d'une intensité dramatique. Faure, pourtant habitué aux aventures extra-conjugales, découvre avec Marguerite des plaisirs qui confinent à la transe mystique. Elle a deviné que cet homme de pouvoir aspirait secrètement à la soumission, et elle lui offre cette abdication avec un art consommé de la domination féminine. Les rendez-vous secrets se multiplient dans les appartements privés de l'Élysée, transformant le palais républicain en alcôve de luxure. Marguerite impose progressivement ses conditions, ses exigences, ses caprices. Faure, envoûté, accède à toutes ses demandes, négligeant les affaires de l'État pour se consacrer entièrement à sa maîtresse tyrannique. Mais cette liaison passionnelle porte en elle les germes de sa propre destruction. Marguerite, ivre de son pouvoir sur l'homme le plus puissant de France, pousse toujours plus loin ses jeux érotiques. Elle introduit dans leurs ébats des pratiques qui relèvent davantage de la torture raffinée que de l'amour charnel. Faure, cardiaque sans le savoir, joue littéralement avec sa vie à chaque étreinte. Le 16 février 1899, l'inévitable se produit. Dans les bras de Marguerite, au paroxysme d'une jouissance qui confine à l'agonie, Félix Faure rend son dernier souffle. Sa maîtresse, loin de paniquer, conserve un sang-froid glacial. Elle organise méthodiquement la mise en scène qui permettra d'éviter le scandale, arrangeant le corps, effaçant les traces compromettantes, inventant une version officielle de ses derniers instants. Mais elle vient de signer son propre arrêt de mort sociale. Désormais, elle portera à jamais l'étiquette infamante de la femme qui a tué le président. La mort de Félix Faure transforme Marguerite en paria dorée, rejetée par la haute société parisienne, mais prisonnière de sa propre notoriété sulfureuse. Les salons qui s'arrachaient jadis sa présence lui ferment désormais leurs portes avec une hypocrisie révoltante. Cette chute brutale la rejette dans les griffes d'Adolphe, qui découvre enfin l'étendue des infidélités de sa femme et compte bien lui faire payer au centuple ses humiliations publiques. Le peintre, jadis faible et soumis, révèle alors sa vraie nature de bourreau domestique. Les coups se font plus violents, les humiliations plus raffinées, les menaces plus explicites.
Adolphe a compris que la réputation souillée de Marguerite la place désormais à sa merci absolue. Qui croirait les accusations d'une femme marquée du sceau de l'infamie présidentielle? La villa de l'impasse Ronsin devient un véritable bagne conjugal, où Marguerite subit un calvaire quotidien sous les yeux complices de sa propre mère. Virginie Japy, installée chez le couple depuis plusieurs années, assiste aux violences avec une satisfaction malsaine qui révèle enfin sa vraie personnalité. Cette femme apparemment soumise couve en réalité une haine viscérale envers sa fille, jalouse de sa beauté, de ses succès, de sa liberté passée. Les perversions sexuelles d'Adolphe atteignent des sommets d'horreur que même les bordels les plus sordides de Pigalle n'égaleraient pas. Il contraint Marguerite à des pratiques dégradantes qui l'immortalisent parfois en croquis obscènes, constituant ainsi un arsenal de chantage pour s'assurer de sa soumission permanente. Chaque refus se solde par des violences qui laissent des marques soigneusement dissimulées sous les vêtements. Mais le plus atroce dans cette descente aux enfers reste l'isolement psychologique imposé à Marguerite. Adolphe contrôle chacune de ses sorties, surveille son courrier, limite ses contacts avec l'extérieur. Il a compris que priver cette femme sociale de relations humaines équivaut à la torturer plus efficacement que tous les sévices physiques. Marguerite se retrouve prisonnière de sa propre demeure, gardée par deux geôliers impitoyables. La présence de la petite Lie ajoute une dimension tragique à cette situation. L'enfant, désormais âgée de 8 ans, assiste impuissante aux violences subies par sa mère. Marguerite vit dans la terreur permanente qu'Adolphe retourne sa cruauté contre sa fille, utilisant cette menace comme l'arme ultime de sa domination. Cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'innocence filiale pousse Marguerite aux limites de la folie. Les nuits d'insomnie se multiplient dans la villa maudite. Marguerite, allongée aux côtés de son bourreau conjugal, élabore des scénarios de vengeance de plus en plus précis. Elle étudie les habitudes de la maisonnée, repère les failles dans la surveillance dont elle fait l'objet, accumule mentalement les griefs qui justifieront bientôt ses actes les plus extrêmes. L'année 1908 marque un tournant décisif dans la dégradation des relations familiales. Adolphe, encouragé par l'impunité dont il jouit, franchit des lignes rouges qu'aucune épouse ne devrait accepter de voir transgresser. Ces violences atteignent une fréquence et une intensité qui menacent désormais la vie même de Marguerite. Celle-ci comprend qu'elle doit agir rapidement ou périr sous les coups de son mari. La goutte d'eau qui fait déborder le vase intervient lors d'une soirée de mai 1908. Adolphe, ivre de vin et de sa propre toute-puissance, agresse sexuellement Marguerite devant sa belle-mère dans des conditions d'une brutalité inouïe. Virginie Japy, loin de protéger sa fille, encourage même son gendre dans ses derniers excès. Cette trahison maternelle ultime brise définitivement les derniers scrupules de Marguerite. Dans le silence pesant qui suit cette agression, Marguerite prend sa décision fatale. Elle ne sera plus jamais victime. Le 30 mai 1908 marquera la fin de son martyre et le début de sa transformation en créature vengeresse. Les armes du crime sont déjà choisies, le plan soigneusement élaboré, les alibis préparés. Il ne reste plus qu'à passer à l'acte, à franchir cette frontière invisible qui sépare la victime du bourreau. La nuit du 30 mai 1908 s'abat sur l'impasse Ronsin avec une lourdeur prémonitoire que seuls perçoivent les damnés au seuil de leur rédemption sanglante. Marguerite a minutieusement orchestré cette soirée fatale, choisissant une date où les domestiques sont absents, où les voisins dorment profondément, où la lune elle-même semble complice en se voilant derrière d'épais nuages. Dans le silence ouaté de la villa bourgeoise, seuls résonnent les battements de cœur d'une femme sur le point de devenir meurtrière. Adolphe Steinheil savoure son dernier repas sans le savoir, engloutissant le vin empoisonné que lui sert son épouse avec des gestes d'une tendresse feinte. Le peintre, habitué aux sautes d'humeur de Marguerite, ne remarque pas l'étrange sérénité qui éclaire désormais son visage. Elle a franchi mentalement le Rubicon du crime, et cette décision irréversible lui procure une paix intérieure qu'elle n'avait plus connue depuis des années.
Virginie Japy, installée dans sa chambre du premier étage, ne soupçonne pas que sa dernière heure approche. Cette femme qui a passé sa vie à écraser sa fille sous le poids de ses reprois et de sa complicité avec Adolphe, savoure encore les échos de la dispute de la veille. Elle ignore que chacune de ses paroles venimeuses s'est gravée dans la mémoire de Marguerite comme autant de sentences de mort différées. Vers minuit, Marguerite entreprend la première phase de son plan diabolique. Elle se glisse dans la chambre de sa mère endormie et, avec une délicatesse presque maternelle, verse quelques gouttes de poison dans le verre d'eau posé sur la table de chevet. Virginie se réveille brièvement, aperçoit la silhouette de sa fille et referme les yeux avec confiance. Cette confiance aveugle sera son erreur fatale. Adolphe, lui, nécessite une approche plus directe. L'homme est robuste, méfiant, et le poison risque d'agir trop lentement. Marguerite attend qu'il sombre dans le sommeil éthylique qui caractérise ces nuits d'excès, puis s'empare du lourd chandelier de bronze qui trône sur la commode de leur chambre conjugale. L'objet, ironiquement offert par Félix Faure lors de leurs amours clandestines, devient l'instrument de sa vengeance posthume. Le premier coup résonne dans la pénombre, avec un bruit sourd qui réveille instantanément Adolphe. Ses yeux s'ouvrent sur le visage transfiguré de son épouse, découvrant enfin la créature implacable qu'il a contribué à forger par ses années de brutalité. Il tente de se redresser, mais le second coup l'achève dans un gargouillis d'agonie qui satisfait profondément les oreilles de Marguerite. La mort de Virginie se révèle plus longue et plus pénible. Le poison choisi par Marguerite agit lentement, provoquant des convulsions atroces qui réveillent toute la maison. Mais au lieu de porter secours à sa mère agonisante, Marguerite s'installe au pied de son lit et savoure chaque spasme de douleur avec une satisfaction glacée. Cette agonie constitue un spectacle de justice poétique pour toutes les souffrances infligées durant des décennies. Une fois ses victimes définitivement silencieuses, Marguerite déploie la seconde phase de son stratagème, la mise en scène de son propre enlèvement. Elle saccage méthodiquement la villa, renverse les meubles, brise la vaisselle, simule les traces d'une lutte désespérée contre des agresseurs imaginaires. Chaque détail est calculé pour accréditer la thèse de cambrioleur sadique. L'autoligotage représente l'épreuve la plus délicate de cette nuit maudite. Marguerite a longuement répété ses gestes dans l'intimité de sa chambre, apprenant à nouer des cordes qui paraîtront serrées par des mains étrangères, tout en conservant suffisamment de jeu pour se libérer au moment opportun. Elle s'inflige même quelques blessures superficielles pour parfaire l'illusion de la victime maltraitée. À l'aube du 31 mai, quand les premiers rayons de soleil percent les volets de la villa de l'Impasse Ronsin, Marguerite Steinheil n'existe plus. À sa place, gît une femme brisée, traumatisée, miraculeusement épargnée par des assassins mystérieux. Mais derrière ces larmes savamment orchestrées brille déjà l'éclat de satisfaction d'une vengeance parfaitement accomplie. La métamorphose est achevée. La victime est devenue bourreau, et le bourreau va devoir affronter la justice des hommes. L'arrestation de Marguerite Steinheil, le 8 juillet 1909, déchaîne les passions populaires comme aucune affaire criminelle ne l'avait fait depuis l'affaire Dreyfus. La foule parisienne se masse devant le palais de justice avec une avidité morbide, réclamant tantôt la tête de cette veuve noire, tantôt sa libération immédiate. Cette polarisation révèle les fractures profondes d'une société française partagée entre fascination et répulsion pour cette femme qui ose défier les conventions de son époque. Maître Henri Robert, l'avocat choisi par Marguerite, comprend immédiatement que ce procès transcende le simple cadre judiciaire pour devenir un affrontement symbolique entre l'ordre patriarcal et la révolte féminine. Cet homme de génie transforme progressivement l'accusé en symbole de toutes les épouses martyrisées, de toutes les filles sacrifiées sur l'autel de l'autorité masculine. Sa stratégie de défense révolutionnaire consiste à juger non pas Marguerite, mais la société qui l'a produite. Le procureur André Baudouin incarne quant à lui la morale bourgeoise, offensée par les excès de cette femme trop libre. Il dresse le portrait d'une manipulatrice sans scrupules qui a séduit les plus hautes personnalités de l'État
avant d'assassiner froidement sa propre famille. Ces réquisitoires enflammés résonnent comme des sermons moralisateurs destinés à préserver l'ordre social menacé par l'émancipation féminine. Les débats s'ouvrent le 3 novembre 1909 dans une atmosphère électrique qui transforme la salle d'audience en théâtre de passions déchaînées. Marguerite, vêtue d'une robe noire qui souligne sa pâleur dramatique, arbore un masque de dignité blessée qui séduit immédiatement une partie du public. Ses premiers mots révèlent une intelligence redoutable et une maîtrise de soi qui impressionnent même ses détracteurs les plus acharnés. L'accusation s'efforce de démontrer l'impossibilité matérielle de la version officielle. Comment des cambrioleurs auraient-ils pu pénétrer dans une maison si bien gardée? Pourquoi aurait-il épargné Marguerite après avoir massacré le reste de la famille? Les expertises médicales révèlent des incohérences troublantes dans les blessures de l'accusé, trop superficielles pour résulter d'une agression véritable. Mais la défense riposte en révélant l'enfer conjugal vécu par Marguerite durant des années. Les témoignages s'accumulent sur les violences d'Adolphe, ses perversions sexuelles, ses humiliations quotidiennes. Maître Henri Robert fait défiler à la barre une procession de témoins qui dresse le portrait d'un bourreau domestique capable de pousser n'importe quelle femme aux actes les plus désespérés. L'évocation de la liaison avec Félix Faure transforme les débats en spectacle de music hall, où se mêlent révélations scabreuses et secrets d'État. L'opinion publique découvre avec délectation les dessous de la présidence Faure, les orgies de l'Élysée, les compromissions des plus hautes autorités. Marguerite devient malgré elle la révélatrice d'une corruption généralisée qui dépasse largement sa personne. Le moment le plus dramatique du procès survient quand Marguerite évoque son enfance à Beaucourt. Les violences paternelles, l'indifférence maternelle, cette construction progressive d'une personnalité façonnée par la souffrance. Ces sanglots, d'une authenticité bouleversante, retournent une partie de l'opinion en sa faveur. Elle n'est plus seulement une accusée, mais le symbole de toutes les victimes silencieuses de la tyrannie familiale. Les derniers jours du procès voient s'affronter deux visions irréconciliables de la justice. Faut-il condamner une femme pour des crimes qu'elle a peut-être commis en état de légitime défense morale? Ou doit-on absoudre le meurtre sous prétexte qu'il constitue l'ultime recours d'une victime acculée? Cette question divise la France entière et révèle l'inadéquation du système judiciaire face aux violences conjugales que la société préfère ignorer. Le 13 décembre 1909, après 12 heures de délibération, les jurés rendent leur verdict, acquittement général. La foule explose en acclamations délirantes qui résonnent jusque dans les couloirs du palais de justice. Marguerite Steinheil sort libre de cette épreuve, mais marquée à vie par cette notoriété sulfureuse. Elle a gagné sa liberté au prix de son âme, transformée à jamais en symbole ambigu d'une justice qui hésite entre compassion et complaisance envers le crime passionnel. Marguerite Steinheil emporte ses secrets dans la tombe en 1954, laissant derrière elle une énigme criminelle qui continue de diviser historiens et criminologues. Cette femme extraordinaire incarna tous les paradoxes de la belle époque finissante, victime et bourreau, séductrice et meurtrière, symbole d'émancipation féminine et créature des ténèbres. Son parcours révèle les abîmes d'une société où les apparences masquaient les pires turpitudes, où la respectabilité bourgeoise cachait des violences innommables. L'affaire Steinheil marque un tournant dans l'histoire judiciaire française, inaugurant une nouvelle approche des crimes passionnels qui prend enfin en compte les violences conjugales comme circonstances atténuantes. Mais cette évolution progressive du droit ne résout pas la question morale fondamentale. Peut-on justifier le meurtre par la souffrance endurée? Marguerite a-t-elle rendu justice ou s'est-elle simplement vengée? Cette ambiguïté constitue peut-être la clé de sa fascination durable. Aujourd'hui encore, son histoire résonne avec une actualité troublante, dans une époque où les féminicides révèlent la persistance des violences conjugales.
Marguerite Steinheil demeure cette figure tragique qui choisit la violence comme ultime échappatoire, posant à chaque génération la même question vertigineuse. Jusqu'où peut-on aller pour reconquérir sa liberté? Et vous, qu'en pensez-vous? Marguerite Steinheil était-elle une manipulatrice dangereuse ou une femme brisée en quête de justice? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis.